Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, les grandes manœuvres ont commencé, notamment pour le PDCI et le FPI qui joignent leurs forces. Samedi à Abidjan, les deux partis ont tenu un premier meeting commun. La zone de libre-échange continentale, le défi reste entier. Beaucoup misent sur elle pour dynamiser leur secteur agricole et leurs exportations. Le décryptage à suivre dans ce journal. Le Nigeria, un État pétrolier en quête de diversification. Le pays se dirige vers l'adoption d'un projet de loi sur la TVA pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures. En Côte d'Ivoire, à quelques mois de l'élection présidentielle, le PDCI et le FPI, historiquement opposés, ont tenu un premier meeting commun ce samedi 14 septembre à Abidjan. Depuis la rencontre entre Henri Konan en Bédier et Laurent Gbagbo en Belgique fin juillet, les deux formations politiques confirment de plus en plus leur rapprochement. Reportage entre correspondants, Olivier Diakota. C'est dans cette ferveur populaire que le premier meeting historique commun du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et de la frange dissidente du Front populaire ivoirien pro-Gbagbo s'est tenu au parc des sports de Trècheville à Abidjan. Devant des milliers de militants, les responsables politiques de l'opposition ont placé la réconciliation au cœur de ce rassemblement. Il faut qu'il y ait la réconciliation. Parce qu'un président, c'est pour gérer les hommes. Il nous a toujours dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Tu vas faire pont, tu vas faire gratte-ciel, tu vas faire CHU, tu vas réparer tous les puits, tu vas donner à chaque fonctionnaire 1 million. Mais si les cœurs sont noirs, ça ne peut pas marcher. Ce meeting a également servi de cadre pour les opposants pour faire le bilan de la gouvernance actuelle du pays. Un bilan jugé négatif par ces derniers sur les plans politiques, social, économiques et bien d'autres. Comme l'équipage du bateau Titanic qui faisait de la musique pour distraire les passagers alors que le bateau était en train de couler, le gouvernement de ce pays distrait la nation par des déclarations fallacieuses au lieu de prendre des initiatives pour sauver la Côte d'Ivoire. Menée par le PDCI et l'aile dissidente du FPI, la plateforme de l'opposition, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, compte organiser plusieurs meetings à l'intérieur du pays, puis prévoit un grand rassemblement au stade Félix Houphouët-Boigny pour la reconquête du pouvoir en 2020. Le vote se poursuit en Tunisie. Les bureaux de vote sont toujours ouverts. 7 millions d'électeurs votent ce dimanche. Premier tour de l'élection présidentielle à l'issue d'une campagne particulièrement tendue de 13 jours. Élection complexe avec 26 candidats en lice. Le scrutin a été anticipé par le décès du président Béji Caïd Essebsi le 25 juillet. $1 milliard pour lutter contre le terrorisme. C'est la décision phare actée à Ouagadougou lors du sommet extraordinaire qui a rassemblé les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'engagent à mobiliser donc cette somme sur une période de 4 ans afin de lutter contre le terrorisme qui continue de frapper de plein fouet la sous-région. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. À Ouagadougou, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est voulu consacrer à la lutte contre le terrorisme avec une recrudescence des attaques notamment au Mali, au Burkina et au Niger. Il était opportun pour les pays de l'espace et leurs partenaires de redéfinir les axes et stratégies de défense de nos États. Vous avez des questions d'équipement. Dedans, vous avez tout ce qui concerne l'organisation, je dirais, en ce qui concerne la mutualisation des renseignements, etc., etc. Alors donc, je pense que la collecte va se faire en même temps que sur les différents axes qui ont été dégagés par la CEDEAO, il y en a 8. Le financement donc sera adapté à chacun de ces axes. Au nombre des mesures collectives qui ont sanctionné la rencontre, la mobilisation par la conférence d'un budget d'$1 milliard pour le financement de la lutte et l'adoption d'un plan d'action 2020-2024. Ce plan subdivisé en 8 axes vise à vaincre à moyen et long terme le terrorisme par le développement économique et social. Il appelle également la force conjointe du G5 Sahel au renforcement de la lutte contre le terrorisme. Nous avons demandé également pour mobiliser le maximum de capacités de lutte contre le terrorisme, de renforcer les capacités non seulement
des armées nationales, des forces de défense et de sécurité nationale, des forces conjointes, mais également de la MINUSMA. Vous savez que la MINUSMA est présente au Mali dans le cadre de la stabilisation et de la paix, mais nous voulons qu'un mandat plus offensif. Les incidents liés au terrorisme ont fait plus de 11 538 morts dans la région entre 2015 et 2019, des chiffres qui, selon le sommet, traduisent une augmentation des attaques de l'ordre de 150% et des conflits intercommunautaires de l'ordre de 10 fois ce qu'ils représentaient. Le Zimbabwe a rendu ce samedi un dernier hommage national à son président, à son ancien président Robert Mugabe, décédé le 6 septembre à l'âge de 95 ans, des funérailles nationales dans le stade d'Harare, la capitale, pour celui qui a dirigé le pays pendant 37 ans. Plusieurs homologues africains et des milliers de partisans, mais aussi l'actuel chef de l'État du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ont salué la mémoire d'un père fondateur. Écoutez le président Emmerson Mnangagwa. Alors que nous disons au revoir à notre grand héros national et fils du continent, le Zimbabwe restera toujours aux côtés de l'Afrique et de ce qui est juste. C'est notre hommage à notre grand libérateur, père fondateur et enseignant, le regretté camarade Gabriel Mugabe. Création d'emplois et dynamisation de l'investissement dans plusieurs secteurs économiques en Afrique. Les ambitions liées au commerce intra-africain sont nombreuses. Des perspectives qui concernent notamment la part de l'agriculture qui contribue à hauteur de 25% au PIB global du continent. Une dynamique qui pourrait bien prendre un nouvel élan avec la zone de libre-échange continentale qui se met tout doucement en place. Marcel Farba-Maroun. Avec une valeur des échanges agricoles intra-africains estimée à 24,4 milliards de dollars en 2017, soit 19% du commerce de marchandises en Afrique, qui était de 128 millions de dollars, le potentiel de développement de l'agriculture sur le continent est énorme. Ce potentiel reste tout de même encore inexploité quand on sait que les produits tels que le coton, le thé, le café ou encore la noix de cajou sont toujours exportés sous forme brute ou semi-transformée. Désormais, il ne s'agira plus de brader la production agricole que nos États essaient donc d'avoir. Il s'agira donc de les transformer, d'industrialiser le sous-secteur primaire, l'agriculture et ses filières connexes telles que le secteur de la viande, le secteur donc de la pêche et le secteur halieutique de façon beaucoup plus globale. Le rééquilibrage des marchés entre les pays d'Afrique de l'Est et ceux de l'Ouest paraît essentiel pour booster le secteur agricole. Plusieurs pays pourraient s'approvisionner chez leurs homologues africains sous réserve d'infrastructures de transport et de la levée des barrières douanières. Deux éléments qui peuvent conduire au développement de la chaîne de valeur agricole régionale. Pour rééquilibrer, il va falloir que chaque pays définisse le mécanisme par lequel il lui faudra d'abord s'autosuffire sur le plan énergétique ou bien coopérer. Que par exemple un pays comme l'Éthiopie qui est en train donc de développer son barrage hydroélectrique puisse mettre de l'énergie électrique à la disposition de ses voisins. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 27% des terres arables du monde se trouvent en Afrique. D'ici 2030, la valeur du marché alimentaire sur le continent devrait atteindre 1 000 milliards de dollars, notamment à cause de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus et de la taille de la classe moyenne. Le Nigeria, gros État pétrolier, cherche des pistes pour diversifier son économie dont la dépendance au brut a révélé ses failles, notamment depuis 2014 avec l'effondrement des cours du brut. Un projet de loi pourrait prochainement être adopté afin d'engager l'économie vers sa sortie du tout pétrole. Ange Bijounomenio. Le Nigeria compte adopter un projet de loi pour réduire sa dépendance au pétrole. Introduit par le ministère des Finances, ce projet de loi préconise une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée à appliquer sur les biens et les services. Le Nigeria, qui dispose actuellement d'un des taux de TVA les plus bas au monde, 5%, contre un taux standard de 18% à 20% pour la moyenne mondiale, veut ramener celui-ci à 7,2%. Le fait d'augmenter le taux de la TVA pourrait être qualifié comme une mesure économique salutaire dans la mesure où l'effort de développement doit être partagé par toutes les couches de la population.
nigériane. Cependant, ce taux ne doit pas dépasser un certain seuil. Il doit être supportable, non seulement pour les nantis, mais pour les plus démunis. Le projet de loi suscite l'ire du principal parti d'opposition, le Parti démocratique du peuple, PDP, qui estime que cette disposition provoquera une pression supplémentaire sur les ménages et les entreprises, avec une hausse des coûts des biens et des services. Le président nigérian Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2015, a fait de la diversification de l'économie l'une de ses priorités. Il faut diversifier les sources de revenus pour ne pas que le pays s'appuie uniquement sur une ressource qui, à l'international, si le prix baisse de manière drastique, ne peut avoir que des conséquences fâcheuses sur l'économie, sur les réserves de change. La loi sur la TVA entre dans le cadre d'un vaste programme de diversification économique. Toujours au chapitre économique, l'Afrique du Sud pourrait manquer son objectif quant à la relance de sa croissance. Les 1,5% de croissance en 2019 pourraient ne pas être atteints en raison de la conjoncture économique, mais aussi sociale, bien loin de rassurer les investisseurs. Les précisions de Siamle Victoria Sedji. L'économie sud-africaine hésite encore entre relance et stagnation. Après un taux de croissance du produit intérieur brut réel d'1,3% entre 2016 et 2017, l'Afrique du Sud a vu sa croissance perdre 0,7% entre 2017 et 2018. En 2019, les autorités sont sceptiques. Le pays pourrait ne pas atteindre son objectif d'1,5% de croissance. On a un investissement privé et un investissement direct étranger qui sont en plein recul. Ça a donc un impact sur la croissance globale. Les choix ne sont pas en adéquation avec les forces profondes du marché. Dans un récent rapport sur le pays portant sur les réformes initiées, l'agence de notation Moody's a baissé quant à elle ses prévisions pour l'année 2019 à 0,7%. Je pense qu'il faut fondamentalement revenir aux décisions qui ont été prises sur les droits de propriété, sur la charte minière et voir quels sont les déblocages qui peuvent être faits pour que de manière négociée, il y ait une relance de l'économie. Quels sont les signaux d'attractivité qu'on peut à nouveau envoyer aux investisseurs pour leur permettre de reprendre confiance. Quel est aussi le message de la stabilisation politique que l'on envoie? Avec la montée en flèche du taux de chômage à 29% au second trimestre 2019, les contre-performances des secteurs agricoles ou encore énergétiques, le cadre socio-économique s'est fortement dégradé. La nation arc-en-ciel était par ailleurs le théâtre de violences xénophobes meurtrières début septembre avec des répercussions terribles sur l'économie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.